Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Anthropologie et médecine. Collection dirigée par Alice Desclos et Laurent Vidal. À l'ère de la mondialisation, les diverses formes de thérapie, ethnomédecine, biomédecine, médecine profane et savante, thérapies inspirées par le religieux, pharmacothérapie, sont traversées par des influences multiples, tout en parvenant à se constituer en système de sens et en offre de soins. S'ajustant à l'avancée des techniques, elles attestent de nouvelles constructions sociales du corps et de la vie biologique, et s'affrontent aux évolutions épidémiologiques des sociétés. La collection Anthropologie et médecine propose des monographies et des analyses ethnologiques comparatives des dispositifs de traitement, de leurs conditions d'émergence, des pathologies et enjeux sanitaires auxquels ils répondent, et de leurs effets sociaux. Elle s'intéresse aux processus locaux ou produits par la confrontation avec les institutions nationales ou transnationales de santé globale, issus d'assemblages culturels, ou inspirés par des réactions contrastées à la marchandisation du corps et de la santé. Elle aborde également les systèmes de soins comme des complexes sociaux, et accueille de nouvelles approches théoriques de la santé et de la maladie qui conjuguent ce que pensent et ce que font les individus comme les collectifs. Derniers ouvrages publiés. Pourrette D. Materne C. Bellas Cabane C. RAVOLOLOMANGAB DIR, 2018. Femmes, enfants et santé à Madagascar. Approches anthropologiques comparées, Paris L'Harmattan 300p. Kane H. 2018. Anthropologie de la santé infantile, en Mauritanie. Terre et soignée, Paris L'Harmattan, 274p. Brocassé DIR, 2018. Se mobiliser contre le sida en Afrique. Sous la santé globale, les luttes associatives. Paris L'Harmattan 372p. Actualité de la collection. https://www.editions-harmattan.fr, index.asp. Navigue égale catalogue et objet égale collection, et no égale 1074. Ouvrage des auteurs. Ouvrage des auteurs. Silat et Y, 2019. L'Égypte au noir, les tribulations d'un Guinéen au Caire, Paris L'Harmattan 260p. Desclos Esperluette Taverne B. DIR. 2000. Allaitement et VIH en Afrique de l'Ouest. De l'anthropologie à la santé publique, Paris Cartala 560p. Moulin à M, OUPATHANAB, SOUPHANTHONG Monsieur Taverne B. DIR, 2018. Les voies de l'éthique de la recherche au Laos et dans les pays du Mékong. Comité d'éthique de la recherche de l'Université des sciences de la santé du Laos, Comité consultatif de déontologie et d'éthique de l'IRD, Marseille-Dakar, édition de l'IRD L'Harmattan Sénégal, 190p. Pour citer cet ouvrage. Silat et Y Esperluette Taverne B, 2019. Les survivantes, paroles de femmes guéries de la maladie Ebola en Guinée, Dakar L'Harmattan Sénégal, 258p, Col. Anthropologie et médecine, DIR. A. Desclos et L. Vidal. Ouvrage publié avec le soutien du réseau Anthropologie des épidémies émergentes, RAEE. Illustration de couverture et ornement du texte représentant un masque Nimba. Dessins originaux, copyright Anne Moura 2019. Le masque Nimba représente un buste féminin, dont les significations symboliques et les usages rituels sont variés. C'est l'une des pièces les plus représentatives des arts rituels des Bagas, population qui habite l'ouest de la Guinée, le long de la côte atlantique. Ce masque est devenu le symbole de l'identité culturelle Baga et plus largement de la Guinée. Curtis Monsieur Y, Saroer 1997. The Nimba et Address, Art, Ritual and History of the Baga and Nalu People of Guinea, Art Institute of Chicago Museum Studies, 23, 2, pp 120 à 133, 196 à 197. L'Harmattan 2019. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. EANIPUB 978 2 336 89 019 7. Remerciements. Cet ouvrage est issu du programme de recherche Post-Ebogi, Revivre après Ebola,
évaluation et accompagnement des patients déclarés guéris d'une infection par le virus Ebola en Guinée, réalisé sous la direction du professeur Moumié Bari, hôpital de Donka à Conakry et coordination nationale de lutte contre Ebola, et du professeur Éric Delaporte, IRD INSERM Université de Montpellier. Cette recherche a été réalisée en Guinée de mars 2015 à mars 2019 par une équipe associant l'unité mixte internationale Transvimi, IRD INSERM Université de Montpellier, en partenariat en Guinée avec plusieurs services du Centre hospitalier universitaire de Donka, l'Institut national de santé publique, les hôpitaux de Macenta, Nzérékoré et Forécaria, le laboratoire d'analyse socio-anthropologique de Guinée, la SAG de L', Université de Sonfonia, le Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, CERFIG, et avec la participation de l'association Alima. Le programme a été financé par l'INSERM, Reacting, l'IRD et l'Université de Montpellier, MUSE. Nous tenons à remercier ces institutions et leurs responsables. Nos remerciements vont aussi aux nombreuses personnes qui nous ont accompagnés avec générosité, de la réalisation des enquêtes jusqu'à l'écriture, notamment dans l'ordre alphabétique, Julienne Anoko, Aliouba, Oumou Younoussa Basso, Alchénibald, Aboubakar Bangoura, Laurent Barbeau, Solène Barbe, Bano Bari, Éric Delaporte, Jean-François Delfrécy, Mohamed Manéa Diakité, Fatoumata Binta Dieng, Alice Desclos, Souleymane Diop, Maury Doumbouya, Nunkumba Doumbouya, Alain Epelboin, Jean-François ETARD, Mathieu Fribaud, Alpha Cabinet, Rita, Mustapha KEITADIOP, CCKPAMOU, Tierno Alimou Bari, Ousmane Faye, Sakoba Keta, Gabriel LABORDEBALEN, Jean-Pierre Lamarck, Charles Chamasson, René Migliani, Anne-Marie Moulin, Anne Mora, Philippe Mselati, Dominique Nouvel, Marc Poncin, Saïko Oumares AGNANE, Mao Saka UVOGUI, Massiré Souma, Mamadou Saliousso, Souleymane Julso, Aboubakar Awassila, Christian Taverne, Abdoulaye TOURE et Laurent Vidal. Nous tenons également à rendre hommage à toutes celles et ceux, professionnels de santé et acteurs de la lutte contre l'épidémie, qui ont perdu leur vie pour protéger les nôtres. Enfin, l'expression de notre respect et profonde gratitude va aussi à toutes celles et tous ceux qui ont accepté de se remémorer et de nous transmettre ainsi une part d'elles, ou d'eux-mêmes. Avant-propos. Alice Desclos et Laurent Vidal. La collection Anthropologie et médecine rassemble des ouvrages qui développent une approche scientifique pour identifier les dynamiques sociales et les enjeux de signification autour de la maladie et de la santé. Pour cela, ils mettent en rapport les différents niveaux qui structurent ces rapports à la maladie, de l'individu au collectif, en faisant en sorte qu'ils soient abordés à partir d'un thème conceptuel traité de manière transculturelle ou d'un espace ayant une cohérence en termes de socioculture. En tant que travaux d'anthropologie, ces ouvrages sont ancrés dans des données empiriques recueillies lors d'enquêtes de terrain fondées sur l'expérience humaine dont le niveau d'authenticité reflète la qualité de la relation avec l'anthropologue signataire du livre. L'analyse, inductive et déductive, utilise diverses opérations: décrire, nommer, classer, comparer, déduire, généraliser. Jusqu'à présent, la collection a publié des documents dans lesquels cette expérience humaine était rapportée, parfois longuement, après que lui ait été appliquée une forme de montage, au sens que le cinéma donne à ce terme, de mise en forme, au service de l'analyse. Pour l'ouvrage Les Survivantes, Tierno Youlassila et Bernard Taverne ont voulu présenter les récits biographiques de personnes victimes du virus Ebola en Guinée en les conservant dans leur intégralité. Ils souhaitaient ainsi rendre sensible la force des témoignages et transcrire le caractère total de l'expérience, que traduit mieux l'anglicisme compréhensif signifiant à la fois complet et articulé dans la mise en relation de tous les éléments de signification véhiculés par cette forme narrative. Ce format renvoie a priori à l'ethnologie, discipline de référence de la prestigieuse collection Terre humaine, et permet d'insister sur la composante de compréhension, au sens étymologique du terme de prendre avec, mobilisant l'empathie, plutôt que sur la composante d'analyse dans l'approche anthropologique. La dimension anthropologique n'est pas absente. Elle est introduite par la contextualisation, grâce à un texte préliminaire, et la confrontation à des travaux menés dans d'autres contextes ou objets d'étude. Nous proposons donc à la lecture un ouvrage formellement atypique au regard des autres volumes de la collection,
mais qui conserve l'exigence de relater au plus près de ceux qui les vivent, les expériences de la souffrance, de la stigmatisation, comme de la résilience et de la solidarité. En ce sens, Les Survivantes enrichit, nous semble-t-il, pleinement le propos de cette collection. Préface. Julienne Anoco. Les Survivantes, Paroles de femmes guéries de la maladie à virus Ebola en Guinée est un ouvrage écrit dans le cadre du programme de recherche Post-Ebogi, initié en 2015 dans le contexte de l'épidémie à virus Ebola d'Afrique de l'Ouest, 2014-2016. Plus de 11 800 personnes ont perdu la vie, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les 3 pays les plus atteints. Dans le domaine des urgences de santé publique, l'épidémie d'Ebola demeure la plus redoutée de par son mode de transmission interhumaine rapide, ainsi qu'à cause de la lourde machine de la réponse sanitaire qu'elle entraîne. Ebola bouleverse entre autres l'intimité des familles, les relations intra- et intercommunautaires, éveillant de profondes et violentes émotions. L'ouvrage décrit la réponse sociale à l'épidémie Ebola, à travers le point de vue de femmes de la région de Guinée-Maritime. L'épidémie avait démarré bien loin de là, en Guinée forestière, mais elle avait rapidement atteint la région maritime du fait des déplacements des personnes vers la capitale Conakry. Hormis une résurgence isolée en Guinée forestière, la Guinée maritime fut la dernière région du pays à être déclarée indemne. Les auteurs de l'ouvrage sont Tierno Yula Silla, fils de la Guinée, chercheur associé au laboratoire d'analyse socio-anthropologique de l'université Sonfonia de Conakry, et Bernard Taverne, français, anthropologue et médecin, dans l'unité mixte internationale recherche translationnelle sur le VIH et les maladies infectieuses, Transvimi, IRD INSERM Université de Montpellier. Ils se sont rencontrés en Guinée en 2015 alors qu'ils participaient tous deux à la lutte contre l'épidémie. Ils font le choix de donner la parole à 15 femmes survivantes de la maladie à virus Ebola, et à elles seules, dans un style direct du genre « Raconte-moi ton histoire, je t'écoute ». Et chacune d'elles, confiante, enferme celui qui l'écoute dans un espace de confidence. Entre une femme et un homme, c'est une situation peu habituelle dans la société guinéenne. À l'image de témoignages de combattantes et survivantes d'une terrible et dévastatrice guerre, les 15 femmes racontent et partagent leurs expériences personnelles de la maladie. Elles témoignent de leur vie avant, pendant et après la maladie et la guérison. Elles offrent au lecteur Trice un large panorama de la société guinéenne en évoquant les relations sociales, la parenté et le mariage, la vie quotidienne avec le voisinage et la communauté, le monde de la débrouillardise économique, la déchéance, les peurs, l'accès aux soins et les différents choix et itinéraires thérapeutiques, les raisons des choix, etc. 15 femmes et 15 histoires, à l'image d'un parcours initiatique où les corps physiques et sociaux s'auto-analysent et jaugent leur capacité de résilience face à l'adversité, même si les séquelles de la maladie sont chez certaines encore présentes. Le lecteur Trice pourra s'étonner de certaines décisions prises par les femmes et leurs proches quand la maladie Ebola les a infectées ou affectées. Pourquoi avoir nié l'existence d'Ebola, et avoir attendu la mort d'êtres chers pour y croire? Pourquoi avoir attendu si longtemps avant d'accepter d'aller dans un centre de traitement? Pourquoi avoir lavé le corps d'un enfant ou d'un parent, tout en sachant qu'on courait le risque de s'infecter? Pourquoi avoir fui les équipes sanitaires qui venaient apporter leur aide? Nous pouvons nous poser ces questions et de nombreuses autres en lisant les histoires de ces femmes. Ces interrogations sont le reflet de nos propres certitudes, de nos croyances. Par exemple, on peut poser les mêmes questions face aux partisans des ligues anti-vaccins, surtout dans les pays dits développés, alors que les preuves scientifiques sur l'efficacité des vaccins ne sont plus à démontrer pour la prévention, la protection et l'élimination des maladies. Il existe des négationnistes et des amateurs de théories conspirationnistes, partout dans le monde. Les femmes, tout comme les anti-vaccins de notre exemple, expriment leur méfiance à l'égard du gouvernement, du système de santé, des services proposés, de l'arrivée soudaine d'un grand nombre d'étrangers. La faiblesse du système de santé de la Guinée fut l'une des raisons de la tardive identification de l'épidémie en Guinée forestière. Tierno Yula Silla et Bernard Taverne ont choisi de donner la parole aux femmes, faisant fi des bruits et de l'effervescence de Conakry, Koya, Forcaria, pour ne citer que ces quelques villes de la Guinée maritime d'où viennent les femmes. Les femmes parlent avec sincérité dans leur langue avec des mots simples.
Elles témoignent de leurs douleurs, des interrogations, des tempêtes et tourbillons émotionnels qui se déclenchent au moment où la maladie les affecte, elles et leurs familles. Elles disent le déni, l'incrédulité, la peur, les hésitations, la résignation parfois face à la répétition des décès. Les discours de ces femmes permettent une forme de rédemption, d'exorcisme du malheur et offrent un message d'espoir. Il y a une vie même après Ebola. Il y a des séparations consommées, des rancunes familiales non résolues, mais aussi de l'amour retrouvé, des relations apaisées avec des coépouses, dans les familles et belles familles, de belles expressions de solidarité. Les témoignages sont des mots qui réparent les maux intimes, et au-delà tentent de réparer les maux de la société guinéenne. Les auteurs ont su écouter, ils ont pris le temps nécessaire pour le faire. Dans les urgences en général et notamment celles de santé publique, l'écoute de la population représente la principale recommandation portée par les experts en sciences sociales qui travaillent avec les équipes sanitaires. Car trop souvent, sous prétexte de l'urgence, les intervenants veulent faire vite, il faut y aller, entend-on très fréquemment. Mais aller vite veut souvent dire faire fi de l'autre et de ses points de vue. La participation de la population, ce que l'on nomme l'engagement communautaire, est pourtant indispensable. Elle seule permet l'acceptabilité et l'efficacité de la lutte contre une épidémie. L'engagement communautaire débute avec l'écoute de la population, avec la volonté de connaître et de comprendre les contextes socio-économiques, politiques, historiques, culturels et cultuels, géographiques et environnementaux, les dynamiques sociales internes et externes, les conflits intra- et intercommunautaires, etc. Il s'agit de considérer les communautés non plus comme de simples bénéficiaires des interventions, mais des partenaires, acteurs des interventions. Écouter, c'est également placer l'humain au cœur des interventions, afin de traiter les personnes avec dignité et respect, d'humaniser les pratiques sanitaires pendant les urgences. Il faut pour cela prendre le temps de communiquer, d'écouter, de partager et faire preuve d'empathie. Humaniser les interventions en situation d'urgence, c'est indéniablement le message que nous donnent Tierno Yulasila et Bernard Taverne à travers leur ouvrage. À la fin de chaque histoire de femme, les auteurs offrent une analyse des principales problématiques de santé publique qui émergent des récits. Ils rappellent les chaînes de transmission, les modes de contamination, mais aussi et surtout la réalité d'Ebola en tant que maladie de l'intimité sociale, qui pose les défis de son contrôle. Les interventions de santé publique n'échappent pas à l'emprise et aux influences positives ou négatives de la globalisation de la communication et des réseaux sociaux. Les intervenants doivent s'adapter aux dynamiques de la globalisation pour espérer arriver à l'indispensable engagement des communautés dans la lutte contre les maladies émergentes et réémergentes. L'ouvrage de Tierno Yulasila et Bernard Taverne est unique en son genre, et on espère que l'empathie des auteurs ouvre une nouvelle voie dans les relations humanistes et équilibrées entre les femmes et les hommes, sans préjugés et sans complexe, pendant les urgences de santé publique, voire au-delà. C'est enfin un hymne au courage des mères, épouses et femmes citoyennes militantes qui portent la société guinéenne et africaine sur leur tête et dans leur cœur. C'est est une marque de respect à celles qui soignent, donnent et perdent la vie, même pendant Ebola, protègent, protestent, refusent le silence et ont le courage de manifester bruyamment dans les rues de Conakry et autres villes de Guinée pour réclamer de meilleures conditions de vie pour elles et pour leurs enfants, y compris dans des rues et stades où leurs pagnes et leurs corps sans vie ont été parfois ramassés. Présentation. Tierno Yulasila et Bernard Taverne. Que signifie avoir été malade d'Ebola ? Comment vit-on après avoir été confronté à cet événement à tel point imprévisible que personne semble-t-il, autour de soi, n'avait jusqu'alors tenté de s'en prémunir? Comment explique-t-on sa survenue? Comment cette maladie bouscule-t-elle le quotidien, les agencements et les équilibres familiaux, les relations sociales avec le voisinage ou celles plus lointaines? Ce livre rapporte les paroles de femmes qui ont été malades d'Ebola en Guinée, lors de l'épidémie de 2013 à 2016. L'objectif est de comprendre. Comprendre en portant l'attention au plus près des expériences vécues par ces femmes et des interprétations qu'elles en donnent. Comprendre leur point de vue, leurs réactions, leurs décisions, la manière dont elles ont vécu leur maladie et interpréter l'épidémie à laquelle elles ont été confrontées. Les raisons qui ont conduit à choisir uniquement des paroles de femmes sont explicitées plus loin.
Ces récits permettent aussi d'appréhender quelques-uns des éléments culturels et sociaux qui ont guidé les réactions de la société guinéenne confrontée à Ebola. L'analyse anthropologique qu'ils permettent apporte un éclairage sur des aspects clés de la réponse collective à l'épidémie. Cette analyse révèle les liens étroits entre l'ordre social et l'épidémie, la manière dont se conjugue l'épidémie en tant qu'événement bioécologique et l'organisation sociale dans son ensemble. Elle permet d'expliciter les réactions individuelles à travers leur enchâssement collectif et la construction des décisions collectives dans les valeurs et les usages sociaux dominants. Ce point de vue anthropologique vient en complément d'autres travaux conduits à propos de cette épidémie. Mars 2014, l'émergence d'une épidémie à virus Ebola est repérée en Guinée forestière. Rapidement, des cas sont signalés dans la capitale Conakry. En quelques semaines, l'épidémie touche aussi la Sierra Leone puis le Libéria. Plus tard, quelques cas sont identifiés au Nigeria, au Mali et au Sénégal, mais l'épidémie ne s'y développera pas. Plus loin et plus tard encore, des cas seront signalés aux États-Unis d'Amérique, 2014 et en Espagne, octobre 2014. Quelques personnes atteintes par la maladie en Sierra Leone ou au Libéria seront transportées et traitées en Europe, Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie. L'OMS a déclaré la fin de l'épidémie en août 2016. Le décompte final fera état de 28 646 cas, dont 11 323 décès. Les 3 pays les plus touchés furent la Sierra Leone, 14 124 cas, 3 956 décès, le Libéria, 10 675 cas, 4 809 décès, et la Guinée, 3 814 cas, 2 544 décès. En Guinée, l'épidémie s'est propagée de manière inégale. 744 cas ont été enregistrés dans la préfecture de Macenta en Guinée forestière, 611 et 485 dans les préfectures de Conakry et de Forêt-Karia en Guinée maritime. Certaines préfectures n'ont eu qu'un ou 2 cas. Sur les 33 préfectures que compte le pays, 7 sont finalement restées indemnes pendant toute la durée de l'épidémie. La reconnaissance de l'ampleur de l'épidémie, tant par les autorités sanitaires nationales qu'internationales, a été lente. Les équipes de Médecins sans frontières, MSF, furent les premières, avec l'OMS, à accompagner les autorités nationales des 3 pays dans l'organisation de la lutte contre l'épidémie. MSF signalait dès le 31 mars 2014 que l'épidémie était sans précédent, puis alertait le 23 juillet 2014 en affirmant qu'elle était hors contrôle. Le 8 août 2014, environ 1700 cas étaient recensés dans les 3 pays. L'OMS qualifiait alors l'épidémie d'urgence de santé publique de portée internationale. Dès lors, une mobilisation internationale inédite se constituait. Organismes des Nations Unies, coopération bilatérale, organisations non gouvernementales et associations diverses vont proposer leur participation, soulevant un véritable défi de coordination pour les acteurs nationaux en charge de la réponse à l'épidémie. La survenue d'une épidémie à virus Ebola en Guinée a suscité étonnement et inquiétude chez tous les acteurs de santé nationaux et internationaux. Étonnement tout d'abord, car depuis l'observation de la première épidémie en 1976 dans le nord de la République démocratique du Congo, et hormis la survenue d'un cas isolé en Côte d'Ivoire en 1994, les épidémies à virus Ebola avaient été décrites jusqu'alors uniquement dans des pays d'Afrique centrale, Gabon, Ouganda, République démocratique du Congo, Soudan. Rien ne laissait prévoir l'apparition d'une épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Inquiétude ensuite quant à l'impact de l'épidémie au regard des taux de mortalité variant de 60 à 90% lors des épidémies précédemment décrites, de la possible extension de l'épidémie liée à une diffusion urbaine, et de la propagation vers les pays voisins. Ces inquiétudes étaient exacerbées par des représentations fondées sur des connaissances scientifiques imprécises du virus, de la maladie et de l'épidémie. Le virus Ebola était alors principalement connu comme l'un des agents pathogènes nécessitant le plus haut niveau de biosécurité dans les laboratoires, objet de simulations d'attaques bioterroristes et de scénarios de films catastrophes mettant en scène l'apocalypse mondiale liée à une soudaine diffusion planétaire. Les inquiétudes étaient aussi liées au fait que très peu de professionnels de santé, en Guinée comme au niveau international, avaient une expérience de lutte contre une épidémie à virus Ebola.
Seules quelques personnes en lien avec l'ONS et MSF avaient participé à la gestion d'épidémies antérieures en Afrique centrale. La lutte contre l'épidémie s'est traduite par une avalanche de recommandations et d'injonctions à l'égard de la population. Isolement des malades, surveillance et contrôle du déplacement des personnes qui ont été en contact avec un malade, obligation de déclaration des décès, dépistage systématique et enterrement des corps selon des procédures spécifiques, etc. Ces mesures ont souvent été peu et mal expliquées, surtout dans les premiers temps de l'épidémie. Mal comprises, elles ont fait l'objet de nombreux conflits. Ces conflits, parfois très violents, ont opposé la population aux agents de la lutte contre l'épidémie. Ils se sont répétés à maintes reprises en divers endroits du pays, à mesure de la survenue de cas dans des lieux jusque-là indemnes. Les premiers messages d'information destinés à la population insistaient sur le caractère incurable et rapidement mortel de la maladie. Ils ont suscité incrédulité et angoisse dans la population générale. La diffusion de photos d'agents de santé en tenue de cosmonautes, les pratiques de désinfection, la mise en place de centres spécialisés pour l'isolement et le traitement des malades, et le décompte hebdomadaire du nombre des malades et des décès ont alimenté la peur. La peur s'est propagée à l'ensemble de la population, au point où l'on a pu évoquer une épidémie de la peur, précédant la survenue des premiers cas. La peur d'Ebola a été omniprésente pendant toute la durée de l'épidémie, jusqu'à même entraîner des réactions sociales qui ont parfois favorisé la propagation de la maladie. Les professionnels de santé engagés dans la lutte contre l'épidémie et dans la prise en charge des malades en subirent eux aussi l'impact au niveau personnel, mais aussi l'influence pour prendre certaines décisions de santé publique, Hoffman et au. 2017. Le climat de peur a aussi rapidement provoqué la méfiance de la population envers tous les acteurs de la lutte contre l'épidémie, puis à l'égard des personnes qui avaient survécu à la maladie. La plupart des réactions sociales observées en Guinée en réponse aux mesures sanitaires avaient été déjà décrites par les anthropologues lors des épidémies antérieures dans les pays d'Afrique centrale. L'adaptation des réponses de santé publique aux contextes culturels et sociaux, la mise en œuvre de pratiques de soins respectueuses des personnes en adéquation avec les conceptions locales, la nécessité d'approches compréhensives à travers un dialogue constant avec la population, faisaient partie des recommandations produites par des anthropologues depuis le début des années 2000, FORMENTY et al., 2003, Hewlett et al., 2005, Hewlett et Hewlett, 2007. Mais l'ampleur de l'épidémie en Afrique de l'Ouest a rendu leur application difficile, du fait de la diversité et des particularités de chaque région et population atteinte. Pendant toute la durée de l'épidémie, le traitement médical de la maladie Ebola a suscité un ensemble d'interprétations et de pratiques particulières, tant dans la population et les malades, que chez les acteurs de la lutte contre l'épidémie et les agents de santé en charge des soins aux personnes atteintes. Les messages initiaux affirmant l'absence de vaccins et de médicaments spécifiques ont alimenté une forme de suspicion et de défiance d'une partie de la population à l'égard des acteurs de la santé en charge de l'épidémie. En l'absence de médicaments, à quoi bon accepter d'être conduit dans un centre de traitement ? La forte proportion des personnes qui y perdaient la vie était considérée comme une preuve que les malades n'y étaient pas réellement soignés. La prise en charge thérapeutique de la maladie consiste principalement en des traitements symptomatiques contre la fièvre, les douleurs, nausées, vomissements, diarrhée, anxiété et autres symptômes, à l'aide de médicaments courants, et à fournir des soins palliatifs lorsque nécessaire, OMS 2014. En pratique, les conditions de travail au sein des espaces à haut risque où sont hébergés les malades ont un impact majeur sur la réalisation des soins et les relations entre les soignants et les malades. Les équipements de protection individuelle, EPI4, que doivent porter les agents de santé et l'application des protocoles de biosécurité compliquent les gestes médicaux même les plus simples. Ils accroissent le sentiment d'isolement et l'anxiété des malades. Fournir des soins de bonne qualité, dans l'attention et le respect des besoins physiques et psychologiques des personnes malades, a constitué un défi permanent dans les centres de traitement, et a été le sujet de réflexions critiques parmi les acteurs nationaux et internationaux responsables de l'organisation des soins et de la lutte contre l'épidémie, MSF 2015.
Des questions majeures ont aussi été discutées à propos de l'usage de médicaments expérimentaux ou non encore homologués, et des conditions pratiques et éthiques de la réalisation d'essais cliniques en contexte épidémique. Très précocement, les professionnels de santé qui assurent les soins sont témoins des nombreuses difficultés auxquelles sont confrontées certaines personnes guéries lorsqu'elles reviennent dans leur famille. En plus de la souffrance psychologique liée à la perte fréquente de plusieurs proches, et de l'impact catastrophique de la maladie sur l'économie familiale, des personnes guéries d'Ebola se retrouvent en butte à la méfiance, voire au rejet par les autres membres de leur famille, leurs voisins du quartier ou parfois l'ensemble des habitants de leur village. Les personnes guéries inspirent la peur et le soupçon. Peur quant au fait de pouvoir encore transmettre la maladie. Soupçon d'être à l'origine du malheur en ayant apporté la mort. Certaines sont aussi accusées d'avoir échappé à la mort au prix du sacrifice des victimes, y compris de leurs proches, époux, épouses ou enfants. Fréquentes, les réactions de discrimination peuvent aller jusqu'à la mise à l'écart complète, au bannissement. Des personnes sont chassées de leur logement, de leur village, de leur travail. Les équipes de prise en charge organisent alors les retours à domicile. Elles délivrent des certificats de guérison, font don de divers objets de première nécessité, délivrent un pécule. Elles accompagnent les personnes à leur domicile en établissant des rituels sociaux qui associent les autorités locales et les chefs de famille. Elles témoignent de la non-dangerosité de la personne guérie par des accolades publiques. Malgré tous les efforts déployés, ces accompagnements ne peuvent être réalisés pour chaque personne guérie, du reste, toutes ne le souhaitent pas. Et il y a aussi, bien sûr, des retours à domicile plus simplement dominés par le soulagement partagé de la guérison. Un peu plus d'une année après le début de l'épidémie, lorsqu'elle commence à décroître en mai 2015, l'attention se porte vers les personnes guéries et les proches de celles qui ont été malades. On commence à évaluer l'impact de l'épidémie sur les personnes, les familles, la collectivité. Plusieurs centaines de familles sont touchées. Certaines sont littéralement anéanties par la maladie lorsqu'il ne reste plus qu'une ou deux personnes dans une habitation, cour ou concession, qui comptait une vingtaine d'individus. On commence à faire le décompte des enfants orphelins. Pour la seule Guinée, ils seront estimés à 6200. Diverses initiatives de soutien aux personnes guéries ou affectées par la maladie Ebola ont été progressivement mises en place par des institutions internationales, des organismes d'aide publique étatiques, des ONG internationales ou nationales, et diverses associations caritatives. La nature des aides, la définition des personnes secourues, enfants, femmes, veuves, personnes âgées, les aires géographiques sont alors très variables. Une coordination des institutions d'aide a été mise en place seulement 14 mois après le début de l'épidémie. Certaines interventions humanitaires très médiatisées ont pu laisser penser que toutes les personnes guéries recevaient une aide. De leur côté, nombre d'entre elles ont longtemps affirmé n'avoir rien reçu. Dans l'histoire connue des épidémies à virus Ebola, jamais auparavant une épidémie n'avait atteint une telle ampleur avec comme corollaire un tel nombre de personnes guéries. Peu d'attention fut initialement accordée aux personnes guéries. L'urgence épidémique focalisait toutes les interventions. Toutes les personnes guéries sans exception ont le sentiment vif d'avoir échappé de peu à la mort. Mais bien qu'officiellement guéries, la plupart d'entre elles se plaignent de divers troubles physiques et psychiques persistants apparus depuis leur maladie. En fait, d'un strict point de vue médical, l'impact immédiat et à long terme de la maladie à virus Ebola est à peu près inconnu et aucune prise en charge spécifique n'est alors proposée. C'est avec la double ambition d'évaluer l'impact de la maladie et de proposer une prise en charge médicale aux personnes guéries d'Ebola qu'est défini et mis en place le programme Post-Ebogi, Confère Infra. Les témoignages présentés ici ont été recueillis à l'occasion de ces recherches auprès de personnes guéries. Des femmes et hommes de tous âges qui ont accepté de se remémorer et de raconter leur maladie. Ces personnes résidaient au moment de l'épidémie dans la région côtière du pays, Guinée-Maritime également nommée Basse-Guinée. Un ouvrage implique toujours des choix éditoriaux. Dans celui-ci, nous en avons opéré essentiellement 3. Le premier tient à restituer chaque témoignage sous la forme d'un récit singulier. Il s'agit de proposer le point de vue du locuteur, de permettre au lecteur d'approcher au plus près la logique et la rationalité qui conduisent chaque décision,
de retrouver l'enchaînement et la chronologie des événements. Toutes les étapes de l'histoire d'une maladie, depuis les premiers signes, les modalités du diagnostic, les choix thérapeutiques, les interprétations de la guérison, la place accordée par l'entourage à la personne guérie, etc., se construisent à travers les interactions de la personne malade avec son entourage et, plus largement encore, sous l'influence de l'ensemble des règles sociales qui régissent la vie en collectivité. Les configurations répondent souvent à des modèles généraux, comme le rôle des femmes dans les soins aux personnes malades, mais elles sont aussi variables en fonction des aléas de la vie des individus, de leur famille, de leur groupe social. Cela est encore plus manifeste dans le cas d'une maladie contagieuse en période d'épidémie. Les événements s'enchaînent sous l'influence des relations interhumaines. Le devenir de la personne malade est lié étroitement à celui de son entourage, pas seulement les personnes avec lesquelles elle cohabite, mais aussi celles du voisinage ou d'autres bien plus éloignés résidant dans le pays ou même à l'étranger, y compris les lointains acteurs de la santé globale. La personne qui raconte l'histoire de sa maladie la situe spontanément dans le fil du récit de sa vie. Elle désigne les personnes qui ont conduit aux principales décisions, elle précise les raisons des choix opérés. Nombre de ces choix n'ont pas grand lien avec la maladie elle-même, ou avec la volonté de la personne malade, mais répondent à des formes d'injonction sociale auxquelles l'individu ne peut se soustraire. Chaque récit met l'accent sur une dimension particulière, éclaire une facette du vivre ensemble. Chaque histoire offre un point de vue partiel sur la société. Leur juxtaposition permet un dévoilement progressif, l'élaboration d'une compréhension plus large. Le témoignage répond à une tentative de faire voir le monde à travers le regard de qui raconte. Il permet de restituer une part de l'expérience émotionnelle liée aux événements, part qui éclaire aussi l'enchaînement des décisions individuelles et collectives. Le second choix tient dans la présentation de témoignages de femmes exclusivement. Dans les premiers mois de l'épidémie, les femmes semblent plus touchées par la maladie que les hommes. En octobre 2014, au Libéria, la ministre du Genre affirme que 65% des personnes malades sont des femmes. Des données provenant de Guinée en novembre 2014 montrent une répartition des cas et des décès entre 53% de femmes et 47% d'hommes. Migliani 2014. La première synthèse fournie par l'OMS en février 2015 conclut que les taux de contamination sont identiques pour les deux sexes dans les trois pays, ou 2015. Cependant, les analyses plus précises réalisées en Guinée à la fin de l'épidémie montreront que si la proportion des cas de malades selon les sexes n'est pas différente de la proportion de femmes et d'hommes dans la population générale, on observe qu'au-delà de 40 ans les femmes sont effectivement plus souvent malades que les hommes. Migliani 2015. La principale hypothèse à cette observation est relative au rôle des femmes dans les soins aux personnes malades dans les familles, rôle qui leur est d'autant plus facilement confié qu'elles sont plus âgées. Ce rôle les expose plus que toute autre personne à une contamination. De plus, en focalisant l'attention sur les récits de femmes dans cet ouvrage, nous mettons en avant leur point de vue pour comprendre comment se conjuguent les statuts et rôles sociaux féminins avec l'épidémie d'Ebola. Enfin, le troisième choix est celui de la présentation des témoignages sous la forme d'un monologue. Il s'agit bien sûr d'un artifice littéraire. Il est nécessaire de revenir tout d'abord sur les conditions de recueil des témoignages. Toutes les personnes qui racontent leur histoire sont prévenues qu'il s'agit d'une enquête à partir de leur récit, et qu'avec leur accord celui-ci est enregistré. Les refus ont été rares. Les entretiens sont tous conduits par Tierno Yulasila et se tiennent dans la langue d'usage de la personne sollicitée, Soussou le plus souvent, mais aussi parfois Pulaar, Malinké ou français. L'invitation initiale est « Racontez-moi comment ça s'est passé ». Les récits se construisent alors spontanément, au gré du cheminement de la pensée et des échanges dans le dialogue. Ils sont ensuite traduits en français et transcrits. Le passage de l'oral à l'écrit transforme une énonciation sous la forme d'un texte. Ce passage est ici précédé d'une traduction. Ces deux transformations, oral-écrit, langage courant français, ne conduisent pas à un texte écrit de lecture aisée. Le texte a donc été remanié sous la forme d'un monologue, tout en restant au plus près de la forme et des expressions employées par les femmes elles-mêmes, grâce aux compétences linguistiques de Tierno Yulasila. Les propos rapportés le sont donc à travers plusieurs niveaux d'interprétation, condition indispensable à notre compréhension.
L'ambition est d'être le plus proche possible du contenu, ce que n'apporte pas nécessairement une transcription mot à mot. Un autre artifice consiste à fondre les témoignages dans une forme narrative identique pour chaque récit. Cette forme comprend 3 parties. La première, avant, rapporte les informations sur la personne et son ménage. La seconde, pendant, se consacre à l'histoire de la maladie, les circonstances de la contamination, la maladie puis le traitement. La troisième, après, évoque le retour à domicile et le présent. Par ailleurs, chaque témoignage est précédé par un ou plusieurs paragraphes nommés « contexte », qui rapportent les principaux éléments de l'histoire de l'épidémie correspondant au moment du récit de chaque femme. L'ordre de présentation des témoignages, leur succession, répondent exactement aux dates auxquelles sont survenus les événements relatés par rapport à la chronologie de l'épidémie. Enfin, chaque témoignage conduit à un commentaire permettant d'expliciter un aspect particulier abordé par le témoignage. Cette construction offre plusieurs niveaux possibles de lecture. La lecture des seuls paragraphes contexte et du chapitre intitulé « La fin de l'épidémie » propose une histoire épidémiologique et sociale abrégée de l'épidémie. La lecture seule des témoignages, soit à travers le témoignage complet, soit en fonction des moments, avant, pendant, après, facilite les comparaisons, soit enfin les commentaires seuls choisis à partir du thème Q'. Ils développent, fournissent un point de vue analytique orienté vers la préparation de la réponse aux épidémies, dans une perspective opérationnelle. Finalement, les 15 thèmes abordés sont les causes et le sens de la maladie, les retards de diagnostic, la peur et la méfiance à l'égard des centres de traitement Ebola CTE, les chaînes de transmission de la maladie, la stigmatisation et la discrimination des personnes guéries, le téléphone portable et Internet, outils de socialisation de la maladie, les guéris d'Ebola et les patients experts, l'impact économique d'Ebola pour les familles atteintes, le Lévira comme dispositif de protection sociale, les enterrements dignes et sécurisés, les séquelles de la maladie, les dispositifs de soutien social pour les personnes guéries, l'essai vaccinal contre la maladie Ebola et l'éthique de la recherche, l'indemnisation des familles de professionnels de santé décédés, l'incompréhension et la coercition dans la réponse à l'épidémie. Les femmes dont les témoignages sont rapportés ici ont donné à 2 reprises leur accord pour la publication de leurs propos. La première fois, au moment de l'entretien initial, puis plus tard, en octobre 2016, lorsque le projet de rassembler ces témoignages sous la forme d'un livre a été décidé, nous les avons invités pour connaître leur avis sur cette démarche. Des lectures de différents témoignages ont été réalisées en sous-sous, afin de présenter et discuter le contenu des textes. Une seule personne a demandé que son témoignage ne soit pas mentionné. Les autres ont confirmé leur accord, certaines affirmant que cela permettra à nos enfants de savoir ce que nous avons vécu. Il a été convenu de maintenir l'anonymat des personnes. Pour ce faire, tous les prénoms et les noms de quartiers ou de villages sont fictifs. En revanche, nous avons conservé les noms réels des préfectures, des régions et des centres de traitement Ebola. POSTZEB, OGUI. Le programme de recherche opérationnelle post-Ebogi a été mis en œuvre par l'Unité mixte internationale Transvimi, IRD INSERM Université de Montpellier, en partenariat en Guinée avec plusieurs services du Centre hospitalier universitaire de Donka, l'Institut national de santé publique, les hôpitaux de Macenta, Nzerekore et Forekaria, l'association Alima, le laboratoire d'analyse socio-anthropologique de Guinée, la SAG de l'Université de Sonfonia, et en France, avec l'unité de biologie des infections virales émergentes de Institut Pasteur de Lyon, la plateforme d'immunomonitoring INSERM 1955 et le laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses INSERM 1980. Le programme a été financé par l'INSERM, Reacting, l'IRD et l'Université de Montpellier, MUSE. Ce programme vise à décrire les conséquences médicales et socio-anthropologiques de la maladie, tout en permettant un accès aux soins des personnes guéries à travers des consultations médicales pour lesquelles l'ensemble des soins, médicaments, examens complémentaires, hospitalisations sont fournis gratuitement. Les dépenses de déplacement entre le domicile et les sites de consultation sont également remboursées, et une bourse de soutien financier est accordée aux personnes en situation de grande vulnérabilité économique, avant de les orienter vers des dispositifs spécifiques. En mars 2015, Post-Ebogi débute à Conakry,
puis s'étend à Macenta, Nzerekore et Forekaria. Avec le soutien des associations de personnes guéries, l'information sur ce programme circule rapidement. Postebogi devient le principal dispositif de suivi médical des personnes guéries d'Ebola de Guinée, puis le seul, après le retrait de MSF en septembre 2016 et de Halima en juin 2017. Au total, sur les 1270 personnes guéries d'Ebola recensées dans le pays, 802, enfants et adultes, ont été suivis par Postebogi. Les recherches socio-anthropologiques de ce programme visent à analyser l'impact individuel et collectif de la maladie. L'objectif est de décrire le vécu de la maladie, du traitement et de la guérison, les circonstances de contamination, les itinéraires de soins avant et après un centre de traitement Ebola, les modalités de réadaptation à la vie quotidienne et de résocialisation, ou au contraire les situations de discrimination et d'exclusion en lien avec la maladie selon le genre ou selon l'âge. Une enquête spécifique est réalisée auprès des professionnels de santé contaminés pendant leurs activités professionnelles. L'ambition de ces recherches est de renseigner les autorités sanitaires et sociales sur les besoins des personnes, de les accompagner dans la définition de solutions, et de produire des connaissances pour améliorer le dispositif international de lutte contre le virus et de gestion d'épidémies. Les entretiens au cours desquels les personnes témoignent de leur vécu, de leur expérience subjective des événements, constituent un des éléments principaux des méthodes d'enquête socio-anthropologique. Des entretiens ont été aussi réalisés avec différents acteurs sociaux impliqués dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, responsables de quartiers ou de villages, d'institutions nationales et internationales, associations, ONG, etc. Le programme Postebogi a été clos le 31 mars 2019. Tous les participants de la cohorte ont été préalablement informés de la fin des activités, ainsi que l'APGEG, Association des personnes guéries et affectées d'Ebola en Guinée. En fonction de leur état de santé, et de leur éventuel besoin de prise en charge, des personnes ont été orientées vers des structures de soins adéquates. Des sessions de présentation collective des résultats de cette recherche ont été réalisées sur différents sites de prise en charge. Les informations complémentaires sont disponibles sur le site https://postebogi.wordpress.com/. Les témoignages. Namari. Les gens ont dit que c'était un mauvais sort. Les causes et le sens de la maladie. Maïmouna. Les médecins ont dit que c'était la fièvre typhoïde. Les retards de diagnostic. POREY. On ne tue pas les gens ici. Peur et méfiance à l'égard des centres de traitement Ebola. Kamaldine. C'est moi qui circulais. Entre les sœurs et les frères malades. Les chaînes de transmission de la maladie. Salimata. Toute ma famille m'a abandonné. Stigmatisation et discrimination des personnes guéries. Nfissa. Nous avons appelé le 115. Téléphone portable et Internet. Outils de socialisation de la maladie. DJIGUIBA. Je suis allé travailler au centre de traitement Ebola. Guéri d'Ebola et patient expert. Génabou. Je n'exerce plus mes activités commerciales. Impact économique d'Ebola pour les familles atteintes. Alimatou. Je me suis remariée avec le grand frère de mon mari. Le Lévira comme dispositif de protection sociale. Sita. Appeler la Croix-Rouge pour l'enterrement. Les enterrements dignes et sécurisés. Rougiatou. Quand je fais un travail difficile, mon corps me fait mal. Les séquelles de la maladie. SOGEBEYA. Ils ont pris en charge la dépense du bébé. Pendant 3 mois. Les dispositifs de soutien social pour les personnes guéries. Mariama. Notre mari nous a forcés à nous faire vacciner. Essai vaccinal contre la maladie Ebola. Et éthique de la recherche. BALAKHISSA. Mon mari a dit. Je suis le seul docteur dans tout le quartier. L'indemnisation des familles. De professionnels de santé décédés. KEGNIN. Pour la première fois de ma vie, j'ai été emprisonnée.
Incompréhension et coercition. Dans la réponse à l'épidémie. Namari. Les gens ont dit que c'était un mauvais sort. Contexte. En mars 2014, les premières nouvelles arrivées de la Guinée forestière furent alarmantes. Les articles de presse affirmaient que les communautés ont assisté à des scènes effrayantes, où les gens sont morts avec des signes d'hémorragie. Ces articles répétaient que le taux de mortalité était de 90%, et qu'il n'existait aucun vaccin ni remède contre le virus Ebola. Au lendemain de la déclaration de l'existence de l'épidémie à virus Ebola dans le pays, le 24 mars 2014, le ministère de la Santé de Guinée annonçait, entre autres mesures, la nécessité de procéder à des enterrements sécurisés pour les personnes décédées d'Ebola, cette mission étant confiée aux agents de la Croix-Rouge guinéenne. 10 jours plus tard, cette mesure était complétée par une interdiction de déplacement des cadavres pour l'ensemble du pays et de l'obligation de réaliser un test diagnostic d'Ebola de tout cadavre, afin d'identifier les décès liés à cette maladie. Une ambiance dominée par l'incrédulité, l'inquiétude, puis la peur s'est immédiatement installée. Le 29 mars 2014, le Sénégal ferme sa frontière terrestre avec la Guinée. Le 31 mars, le consulat de Chine annonce sa fermeture. Début avril 2014, la compagnie aérienne Emirates suspend ses vols pour Conakry. Des familles d'expatriés envisagent de faire partir les femmes et les enfants. Le président de la République s'est adressé à la nation à la fin mars pour proclamer l'engagement du gouvernement et l'appui de la communauté internationale dans la lutte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.